Chers collègues, aujourd'hui nous attirons tout particulièrement ton attention sur un cas très intéressant de spina bifida, à travers lequel nous allons te montrer comment il est possible d'établir le diagnostic grâce à la présence à la fois de signes directs et de signes indirects. Dans cette situation précise, nous observons sur les images médicales qui défilent les signes directs clairement identifiables, donc la présence d'une schisis au niveau de la colonne vertébrale et l'expulsion consécutive de tissu hernié qui n'est pas recouvert par la peau. Précisons qu'en réalité, il existe deux types de spina bifida. Celui que nous observons est défini comme spina bifida de type ouvert, car il y a justement du tissu hernié et la peau ne recouvre pas ce dernier. Dans le cas, en revanche, de la spina bifida dite fermée, le diagnostic pendant la vie intra-utérine est presque totalement impossible car la chysis est petite et par conséquent, il n'existe aucun tissu qui ne vient former de hernie à partir de celle-ci et la peau recouvre intégralement les parties sous-jacentes. Dans ce cas, en revanche, nous voyons que ce n'est pas le cas, donc nous définissons cela comme une spina bifida de type ouvert. Observons maintenant de plus près quels sont les signes directs qui nous permettent d'établir le diagnostic. Sur ces images, nous observons la portion de tissu hernié. Dans le cas en question, il s'agit d'un myéloméningocèle, donc la présence de tissu méningé associé à... Il s'agit de tissu spinal et de tissu nerveux complexe, ce qui définit précisément et médicalement la pathologie du myéloméningocèle. Parfois, il peut y avoir uniquement l'herniation des méninges, donc nous observons une portion kystique entourée en somme par les méninges. Dans ce cas, on parle de méningocèle. Ici, nous observons encore mieux la portion osseuse. Quant à la question, et nous voyons maintenant la continuité de trois corps vertébraux. Maintenant que nous avons terminé l'examen détaillé de ces premiers signes, c'est le moment de porter notre attention sur ceux que l'on qualifie d'indirects et qui sont tout aussi essentiels et importants dans le cadre de notre étude. Parce que parfois, le diagnostic est justement posé grâce à ceux-ci. Pour commencer cette analyse, prenons le temps d'observer ce que l'on appelle la tête en citron, donc le signe du citron, un phénomène qui se manifeste en raison de la... On observe une descente du tissu nerveux vers les régions postérieures. En raison de ce processus, la portion osseuse frontale finit par adopter cette apparence que l'on appelle classiquement la forme de citron. Sur ces images, nous observons le cervelet, mais nous verrons encore mieux la fosse crânienne postérieure dans les images suivantes. Nous observons ici très clairement le troisième ventricule qui apparaît nettement dilaté, ainsi que les ventricules latéraux droit et gauche. En effet, en mesurant avec précision chacun d'entre eux, nous constatons la présence d'une hydrocéphalie que nous qualifions de limite, car la mesure maximale relevée est de 10,4 mm. Et nous verrons exactement la même chose à l'étape suivante. Pour cette raison, nous définissons une hydrocéphalie tripentriculaire, qui est classiquement associée à la condition de spina bifida. À présent, nous étudions également en détail la fosse crânienne postérieure. Sur cette image, nous observons le cervelet qui est qualifié de banane et cette condition se produit toujours en raison du glissement postérieur de tissu cérébral. Par conséquent, il y a également une oblitération totale de la citerne magna. La spina bifida est une malformation qui ne s'associe que très rarement à des syndromes génétiques. Néanmoins, il est tout à fait nécessaire de procéder à un examen très minutieux de l'ensemble de l'anatomie restante du fœtus. En particulier, il convient d'étudier avec précision les pieds ainsi que leur axe, car on observe fréquemment une association importante avec la présence d'un pied-botte. Pied-de-botte unilatéral. Dans ce cas précis, comme nous pouvons le voir maintenant dans le détail des images qui défilent sous nos yeux, il n'y a absolument pas une telle association.
quel est maintenant le management à établir? On oriente systématiquement la femme enceinte vers une consultation en néonatologie, ainsi que vers une consultation avec le neurochirurgien pédiatrique qui pourra alors estimer le pronostic et la gravité du cas en évaluant chaque aspect clinique, toutes les données précises, visualisées et analysées en profondeur grâce à un examen échographique complet.